Éminent professeur, éminent professeur, honorés confrères, mesdames et messieurs, bonsoir. Au nom du comité de lundi Parlons la radiologie, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Et pour ceux qui ne le savent pas, ce mois-ci est dédié à l'imagerie du thorax. Ce soir, nous allons parler de la douleur thoracique aiguë, prise en charge en radiologie. Les présentateurs, c'est les docteurs Jean-Pierre Cancou. Il est radiologue, praticien hospitalier à Maubeuge en France. Nous avons trois panélistes. Le premier, c'est Dr Ambroise Manika. Il est réanimateur urgentiste. Il pratique en France également. Le deuxième, c'est le professeur Alphonse Nzovouama. Il est chirurgien thoracique de l'Université de Kinshasa, mais attaché au CHU Amiens-Picardie en France. Et enfin, il y aura le docteur Claude Louyeye, qui est pneumologue, allergologue et spécialiste en médecine du sommeil. Il travaille aux cliniques de l'Europe à Bruxelles. Enfin, la personne qui modère, c'est docteur Matabaro Anastasie, radiologue, hôpital provincial général de référence de Bukavu et attaché à l'Université catholique de Bukavu. Docteur Kankou, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Matabaro. Merci au professeur Zonvoama, au docteur Manika, au docteur Louyeye. Je ne sais pas s'ils sont déjà là pour avoir accepté de participer à ce webinaire consacré à la douleur thoracique aiguë, donc sa prise en charge en radiologie. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vous soumets ce pré-test d'auto-évaluation. Je donnerai donc les réponses à la fin. Nous allons les donner ensemble après cette présentation. Vrai ou faux? La radiographie du thorax peut suffire pour le diagnostic positif des épanchements pleuraux gazeux ou liquidiens. Vous répondez chez vous. Est-ce que l'échographie pleurale est adaptée aux patients alités pour le diagnostic d'épanchement ou guider une ponction? Est-ce que le scanner thoracique est nécessaire pour le diagnostic étiologique des épanchements pleuraux? Les douleurs thoraciques sont un motif fréquent de consultation aux urgences. Vrai ou faux? Près de 50% des patients quittent les urgences sans diagnostic précis des douleurs thoraciques. Vrai ou faux? Tout pneumothorax se résorbe spontanément sans intervention chirurgicale. Voilà le pré-test d'auto-évaluation. Nous donnerons les réponses à la fin de cette présentation. Ceci dit, la douleur thoracique constitue un problème majeur de santé ou un problème médical majeur, comme le montrent ces chiffres. C'est le deuxième motif de consultation aux urgences. Cela représente en France 5% des visites aux urgences. C'est environ 25 millions de patients. Et de ces 5%, 21% qui restent hospitalisés pour douleurs thoraciques, tandis que 40% sortent sans diagnostic. Le syndrome coronarien aigu représente 5% des douleurs thoraciques qui consultent aux urgences. Ça, c'est le résultat d'une étude menée par le CHU de Nice en 2011. Alors, la douleur thoracique a plusieurs origines. Elle peut être, oh là là, bon voilà, je reprends, pariétale. Elle peut être d'origine pleurale, pulmonaire, cardiovasculaire, ici, ou bien gastro-ésophagienne. Alors, quelle est la place de l'imagerie? La place de l'imagerie est double. D'abord, faire le diagnostic des douleurs thoraciques nécessitant une prise en charge urgente.
c'est quoi? Il s'agit des péricardites, des infarctus du myocarde, de l'embolie pulmonaire et de la dissection aortique ou tout court du syndrome aortique aigu. Vous constatez en rouge un moyen mnémotechnique pour retenir sa forme, le mot pied. Le deuxième but de l'imagerie est aussi de reconnaître les autres causes ou les autres causes de douleurs thoraciques, à savoir les fractures costales, les pleurésies, le pneumothorax et les pneumopathies. Quelles sont les modalités d'imagerie nécessaires auxquelles on peut recourir pour faire le diagnostic étiologique des douleurs thoraciques? Nous avons bien entendu la radiographie du thorax de face et de profil, ou bien on peut se contenter d'une radiographie de thorax de face chez des patients alités ou d'autres. L'échographie est surtout destinée aux patients en salle de réanimation. Le scanner ou l'angioscanner sont à réaliser selon les indications. Alors, dans le cadre de cette présentation, je ne saurais pas développer toutes les causes des douleurs thoraciques. J'ai choisi expressément de parler cette fois-ci des épanchements pleuraux. Les épanchements pleuraux gazeux qu'on appelle pneumothorax et épanchements pleuraux liquidiens qu'on appelle les pleurésies. Je vais commencer par le pneumothorax. Qu'est-ce que c'est? Le pneumothorax se définit comme étant la présence d'air ou de gaz dans la cavité pleurale. La cavité pleurale, elle est là. C'est un espace virtuel ici qui est situé entre la plèvre viscérale, ici en bleu clair, en vert clair, et la plèvre pariétale représentée en bleu clair. C'est le pneumothorax est le résultat d'une communication où survient quand il y a une communication entre de l'air alvéolaire ici ou l'air atmosphérique avec cet espace pleural. Rarement, le pneumothorax résulte d'une infection de la cavité pleurale par des germes aérobies. Alors, il y a trois types de pneumothorax. Le pneumothorax spontané, qui peut être primitif, donc en l'absence de toute maladie pulmonaire, et le pneumothorax spontané secondaire, donc qui est consécutif à la rupture des lésions sur un poumon qui est malade. Nous le verrons plus loin. À côté du pneumothorax spontané, dans le pneumothorax post-traumatique et le pneumothorax iatrogène. Sur le plan physiopathologique, le pneumothorax spontané primitif survient quand il y a rupture des bulles sous-pleurales ou une inflammation des voies aériennes liées au tabagisme. Le pneumothorax spontané secondaire survient quand il y a rupture des lésions emphysémateuses, kystiques ou cavitaires dans l'espace pleural. Sur le plan clinique, les patients se présentent avec des douleurs thoraciques aiguës en coup de poignard. Ces douleurs peuvent être spontanées ou déclenchées par juste un mouvement banal. Il peut aussi présenter ou se plaindre des toux, une toux sèche positionnelle, et dans les cas graves, on peut noter chez ces patients une dyspnée ou la cyanose. À l'examen physique, nous avons la triade de Gaillard. À la percussion, on va noter un tympanisme, à l'auscultation, un silence auscultatoire et une abolition des vibrations vocales. Les patients avec un pneumothorax spontané primitif sont souvent des adultes de 20 à 40 ans, de sexe masculin, grand MS, fumeurs de tabac dans 73% de cas, de cannabis dans 28% de cas ou d'alcool dans 26% de cas. Alors, quels sont les moyens d'imagerie pour le diagnostic de pneumothorax?
Nous avons avant tout la radiographie de thorax de face debout en inspiration comme celle-ci. Donc, ça, c'est un cliché de thorax de face debout en inspiration. Donc, on va compter au moins 6 arcs antérieurs au-dessus donc, du diaphragme. On peut aussi faire un cliché en décubitus, mais c'est un peu discutable, ou un cliché de face en expiration qui est ici. L'autre moyen d'imagerie pour le diagnostic de pneumothorax, c'est le scanner. Le scanner est réalisé, peut être réalisé et souvent réalisé sans produit de contraste avec des reconstructions à fenêtre médiastinale et parenchymateuse. Le scanner permet de lever un doute sur un pneumothorax minime. Il permet de reconnaître les localisations atypiques de pneumothorax, par exemple les pneumothorax antérieurs, et permet de poser le diagnostic étiologique de pneumothorax et évaluer d'ailleurs la gravité du pneumothorax, justifier ainsi un geste interventionnel ou identifier les épanchements mixtes. Sur une radiographie de thorax en position debout, de face et en inspiration, comment reconnaître le pneumothorax? Il se traduit par une ligne capillaire qui est en fait la plèvre viscérale décollée, et à la périphérie de cette ligne, vous allez observer une clarté aérique avasculaire. Et il n'y a pas d'empreinte de marque pulmonaire en périphérique. Sur un cliché de thorax en position couchée, il faut rechercher le pneumothorax au niveau des bases pulmonaires. Par exemple, une clarté, c'est sous forme d'une clarté anormale en projection du diaphragme. On peut observer donc un sinus costo-diaphragmatique profond et une bonne visibilité du bord droit du cœur. À l'échographie, en cas de pneumothorax, il y a absence de glissement pleural. Voici ici un cliché d'un patient qui avait consulté pour des douleurs thoraciques gauche. Un cliché de thorax réalisé en position debout, de face en inspiration, nous montre ici une ligne capillaire. C'est une fine ligne qui est une fine ligne un peu hyperdense. Et entre cette ligne et la paroi thoracique, vous avez une clarté avasculaire. Regardez, les vaisseaux arrivent jusqu'ici. Elles ne dépassent pas cette ligne claire. Et cette clarté descend dans la région axillaire. Et le reste du parenchyme, comme vous pouvez le voir, est tout à fait sain. Il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de nodule, il n'y a rien du tout. Je vous remontre la même image. Donc, vous avez la ligne capillaire, la ligne viscérale qui correspond au décollement de la plèvre viscérale avec une clarté avasculaire périphérique confirmée sur ce scanner. Remarquez que le parenchyme pulmonaire est tout à fait sain. Et ici, à l'apex, vous avez un kyste sous-pleural, un kyste alvéolaire. C'est sa rupture qui est responsable de ce pneumothorax. Dès lors, pourquoi est-ce qu'il y a ce kyste alvéolaire sous-pleural? Il se forme à cet endroit parce que le gradient de pression est plus élevé au niveau des apex par rapport aux bases. Un autre patient qui souffre de maladie de Marfan se présente donc à l'hôpital pour des douleurs thoraciques. Un cliché de thorax de face en position de voie en expiration est réalisé. Vous reconnaissez là la ligne capillaire qui correspond donc à la plèvre viscérale décollée avec une clarté avasculaire. C'est bien visible ici sur ce cliché zoomé. La ligne pleurale elle est ici et une clarté périphérique avasculaire. Vous voyez bien que les vaisseaux s'arrêtent juste ici et ne vont pas au-delà de cette ligne capillaire. Donc, sur un cliché debout, en position debout, en inspiration, il faut aller rechercher le pneumothorax à l'apex. Pourquoi? Parce qu'en position debout, le poumon
sa fesse, il est en contact du diaphragme. C'est pour ça le décollement est mieux visible ici. Alors qu'en position couchée, ça c'est un cliché en position couchée, il faut aller rechercher des anomalies au niveau de base. Constatez qu'ici, il y a une clarté en projection du diaphragme droit. Et quand vous comparez les deux sinus costo-diaphragmatiques, le sinus costo-diaphragmatique droit est plus profond que le gauche. D'ailleurs, vous pouvez le voir sur le cliché de face ici. Ce sinus est moins profond que le sinus chez le même patient, mais sur ce cliché réalisé en position couchée. Nous avions complété donc cette radio c'est le même patient par un scanner qui nous montre bien que les parenchymes pulmonaires sont bien sains en dehors de cette formation kystique sous-pleurale qui est un kyste alvéolaire dont la rupture est responsable de ce pneumothorax. Sur ce cliché, donc en coupe coronale, voilà, ça rejoint ce qu'on a vu sur les radiographies standards. En projection du diaphragme droit, nous avons cette clarté et comparer la profondeur des deux sinus. Le sinus costo-diaphragmatique droit est plus profond que le gauche. C'est vraiment une sémiologie que nous devons connaître, qu'il faut maîtriser, surtout sur les radiographies standards, pour pouvoir faire le diagnostic de pneumothorax. Alors, le pneumothorax peut prendre des proportions quand le décollement maintenant intéresse toute la surface du poumon. Il peut être visible au niveau de l'apex et puis ici, il est apical, latéral et basal. Et selon son importance, il va entraîner, n'est-ce pas, un collapsus du parenchyme pulmonaire. Et ce collapsus est proportionnel à l'importance ou au volume du pneumothorax. Sur ce cliché ici, nous avons la chance d'observer le petit kyste, le petit kyste, le petit kyste sous-pleural alvéolaire dont la rupture est responsable de ceci, de ce pneumothorax. Un scanner qui a été réalisé confirme donc le pneumothorax avec ces kystes alvéolaires sous-pleurales. D'une façon physiologique, dans la cavité pleurale, la pression est négative. Par exemple, à l'expiration, la pression est de moins 3 mm de mercure. À l'expiration. À l'inspiration, la pression dans la cavité pleurale est de environ moins 6 mm de mercure. Mais lorsqu'il y a un pneumothorax, si l'air continue à entrer dans la cavité pleurale, la pression va augmenter. Dans un premier temps, avoisiner la pression atmosphérique et voire la dépasser. À ce moment-là, la tension devient très, très importante dans la cavité pleurale pour conduire à ce qu'on appelle un pneumothorax complet. Comme le montre cette image, vous remarquez que vous avez une large clarté hémithoracique gauche avasculaire. Et ce pneumothorax est responsable de la rétraction du poumon. Tout le poumon gauche est rétracté sur le hile sous forme d'un moignon hyperdense. Constatez, si vous voyez là, l'hémithorax gauche paraît plus large par rapport à l'hémithorax droit. Les espaces intercostaux sont élargis. Je vous montre encore un exemple. Donc, un important pneumothorax droit avec rétraction du poumon sur le hile sous forme d'un moignon hyperdense. Les espaces intercostaux sont élargis. Comparez, n'est-ce pas, les diaphragmes, vous voyez que le diaphragme, la coupole diaphragmatique droite est abaissée par rapport à la coupole gauche et les deux hémithorax n'ont pas le même volume. Le droit est plus large parce que le pneumothorax est sous tension. Il peut même entraîner, n'est-ce pas, un effet de masse dévier carrément le médiastin du côté contralatéral, comme le montre cet exemple. Vous voyez que le médiastin est dévié à droite. Ça, c'est un pneumothorax grave. Et le pneumothorax grave
nécessite, n'est-ce pas, une prise en charge urgente. On doit exsuffler pour donner la chance à ce patient. Ceci étant dit, il y a des pièges. Il y a des pièges. Le premier d'entre eux, c'est le pli cutané qui peut simuler une ligne capillaire viscérale, comme je vous ai montré. En voici un exemple. Ici, sur ce cliché, vous avez un thorax réalisé en position couchée ou dans un fauteuil. Vous avez une ligne ici, c'est un bord. Et au-delà de ces lignes qui pourraient simuler une ligne capillaire, les vaisseaux sont visibles. Donc, ce n'est pas une ligne capillaire, ce n'est pas un pneumothorax. Je vous montre un deuxième exemple ici. D'ailleurs, il y a deux lignes et au-delà de ces lignes, les vaisseaux sont visibles. Ne confondez pas, ne posez pas faussement un diagnostic de pneumothorax sur ce genre de cliché. Il faut vraiment répéter le cliché pour s'affranchir de ce piège. Un autre piège, un exemple, c'est un patient chez qui on a réalisé un cliché de thorax parce qu'il est venu pour des douleurs. On a l'impression de voir ici une ligne capillaire. Au-delà, est-ce qu'il y a une clarté avasculaire? On ne sait pas, mais vous pouvez, est-ce qu'au niveau du médiastique, qui a des clartés? C'est un pneumomédiastin a continué à disséquer les axes bronchovasculaires, c'est ce qu'on appelle l'effet Backlin, et entraîner ce qu'on appelle ici un emphysème. Donc, ceci n'est pas un pneumothorax. Vous voyez que vous avez des bulles d'emphysème paracéptales. Un autre piège, c'est ceci, ce qu'on appelle le poumon évanescent. Vous avez une large clarté pulmonaire droite qui occupe presque les 2/3 du poumon droit. C'est une clarté vasculaire, mais vous n'avez pas de ligne capillaire qui signerait donc, qui est signe de décollement de la plèvre viscérale. Il n'y a pas d'élargissement des espaces intercostaux, il n'y a pas d'abaissement de la coupole diaphragmatique. Quand on réalise un scanner dans la foulée, on constate que c'est une très large bulle aérique. C'est le poumon évanescent, ou en anglais, je crois, vanishing lung. Hein? Il ne faut pas aller piquer là-dedans parce que vous allez alors provoquer un pneumothorax. Ceci étant dit, je vais maintenant aborder le pneumothorax spontané secondaire. Le pneumothorax spontané secondaire concerne les patients de plus de 50 ans dans 90% de cas ou dans 90% de cas. Il peut être consécutif à une obstruction bronchique comme dans l'asthme, la bronchopneumopathie chronique obstructive, la mucoviscidose, ou bien en cas d'infection telles que les pneumocystoses, la tuberculose, les staphylococcies en général, ou bien une histiocytose de Langerhans ou les lymphangiomatoses, ou des métastases kystiques, par exemple d'ostéosarcome, ou des tumeurs primitives, ou bien en cas de fibrose pulmonaire, ou encore d'endométriose qui peuvent entraîner donc, le pneumothorax cataménial. Sur le plan clinique, en plus donc, des lésions pulmonaires que je viens d'évoquer, ce sont des patients qui subitement vont se plaindre des douleurs thoraciques ou une dyspnée soudaine ou bien une cyanose ou des sueurs ou une tachycardie. Sur le plan radiologique, on va, comme dans le pneumothorax spontané, nous avons la radiographie de thorax simple, l'échographie et le scanner. Et la radiographie thorax, sur la radiographie thorax, on recherchera où le pneumothorax se traduit par une fine ligne viscérale parallèle à la paroi et il y a en absence, n'est-ce pas, de marques pulmonaires à périphérie et on retrouvera, n'est-ce pas, on recherchera des lésions kystiques dans le parenchyme, ce sont des poumons qui sont malades. Ces lésions peuvent être focales ou diffuses. Sur le scanner, on recherchera donc de l'air dans l'espace pleural.
qui est parallèle à la paroi thoracique et des lésions sous-jacentes qui peuvent être kystiques, cavitaires, focales ou diffuses. À l'échographie, donc le pneumothorax se traduira par l'absence du signe de glissement entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Voici ici l'exemple, le scanner réalisé chez un patient connu pour bronchopneumopathie chronique obstructive. Pourquoi vous avez dans ce poumon ici des multiples formations kystiques de tailles différentes qui n'ont pas de paroi. C'est un fumeur qui est connu et qui se présente soudain pour des douleurs. Et là, en périphérie, vous avez une clarté, c'est un pneumothorax qui est parallèle. Observez que ce pneumothorax n'entraîne pas un collapsus important du parenchyme parce que c'est un poumon qui est malade, il est moins élastique par rapport au poumon que je vous ai montré tout à l'heure chez des patients qui sont sains, qui sont élastiques, donc ils peuvent subir un collapsus important en cas de pneumothorax. Voici encore un autre exemple chez un patient fumeur connu pour BPCO. Vous avez des multiples formations kystiques sans paroi, disséminées dans tout le poumon et prédominant dans les lobes supérieurs. Et le patient s'est plaint de douleurs. On constate qu'il avait un pneumothorax sous forme de cette clarté parallèle à la paroi thoracique. Ici, c'est l'exemple d'un patient qui a une histiocytose de Langerhans. Contrairement aux images précédentes, vous avez une multitude de microformations kystiques disséminées dans les poumons, mais qui ont une paroi irrégulière. Et ce sont ces parois, l'une d'elles ou d'autres, qui se sont rompues et sont responsables de ce pneumothorax que vous voyez là, sous forme d'une clarté parallèle à la paroi thoracique. Et il y a moins donc, de collapsus sur le poumon parce que c'est un poumon qui est moins plastique, c'est un poumon malade. Ici, c'est un patient qui souffrait d'une staphylococcie. Vous avez des formations kystiques avec des parois très, très épaisses. Et ces parois, ces formations kystiques se sont compliquées de pneumothorax que vous voyez là derrière. Je préférerais vraiment vous montrer beaucoup d'images pour que nous puissions maîtriser la sémiologie. La sarcoïdose, c'est une maladie connue. Hein, il paraît qu'elle est très, très répandue où elle est fréquente dans la population noire africaine. Et dans son évolution, au stade 4, c'est le stade de fibrose. Voilà ici un exemple de sarcoïdose de stade 4 avec des opacités fibreuses. Et vous avez vu parmi les causes de pneumothorax secondaire, vous avez la fibrose. Donc, ces lésions de fibrose ont entraîné un pneumothorax qui est apical, latéral et basal et qui est responsable du collapsus donc du poumon droit, comme le confirme d'ailleurs ici, vous voyez bien ces masses fibreuses symétriques périhilaires qui sont retrouvées dans ce sarcoïdose de stade 4 compliqué de pneumothorax. C'est le même patient. Vous voyez ici, un drain a été mis en place pour pouvoir évacuer ce pneumothorax. L'ostéosarcome peut envoyer dans les poumons des métastases et ces métastases peuvent se compliquer donc ou entraîner un pneumothorax. En voici un exemple. Ceci, c'est une métastase et chez ce patient, on avait un pneumothorax parce qu'il était connu pour ça, mais il a subitement présenté des douleurs et le scanner a révélé ce pneumothorax. Un autre exemple d'un patient, c'est un patient de l'hôpital qui avait des métastases, qui vient envoyer un nodule au contour spiculé. Vous avez un épaississement des septa autour de ce nodule qui traduisent quoi? Qui signifie qu'il y a une lymphangite carcinomateuse et là devant, vous reconnaissez une clarté vasculaire qui a un petit effet, n'est-ce pas, un collapsus de ce poumon qui n'est pas important, c'est un pneumothorax. Voilà. Avant de terminer ce chapitre sur le pneumothorax, ici,
un patient avec un épicithorax, avec un épaississement bronchique très diffus avec des impactions, c'est une mucoviscidose. Parmi les causes donc, de pneumothorax, nous avons les syndromes bronchiques obstructifs et le pneumothorax, il est là, apical, latéral et basal, responsable d'un collapsus du poumon droit. Pour terminer ce chapitre sur le pneumothorax, je vous montre l'exemple d'une patiente connue pour une endométriose qui s'est présentée pour des douleurs et on montre un hydropneumothorax. Est-ce que ceci me gêne? Un hydropneumothorax, comme le montre cette flèche. Donc, c'est un pneumothorax dit catabénial. Que peut-on retenir sur les pneumothorax? Donc, la radiographie de thorax debout en inspiration suffit pour le diagnostic de pneumothorax. Une radiographie de thorax en expiration est à réaliser si le cliché en inspiration n'a pas révélé de pneumothorax. Mais ici, déjà, je peux commenter qu'on remet de plus en plus en question la réalisation de ces clichés en expiration parce qu'il n'apporterait pas vraiment de résultats attendus. Sa sensibilité est très, très faible pour pouvoir poser le diagnostic de pneumothorax. Le scanner, donc, chez un patient avec pneumothorax, était réalisé pour le bilan pré-thérapeutique des pneumothorax spontanés primitifs récidivants ou bien secondaires dès le premier épisode. Alors, sur un cliché de thorax debout en inspiration, le pneumothorax s'identifie par une ligne pleurale viscérale avec une plage aérique avasculaire périphérique. Je vous en ai montré beaucoup d'exemples au début de cette présentation. Sur un cliché debout, le pneumothorax est enrichissé dans l'espace apical. Pourquoi? Parce qu'en position debout, le poumon s'affaisse sur la coupole diaphragmatique et le décollement est visible dans l'espace apical, tandis que sur un cliché de thorax en décubitus, c'est dans l'espace pleural basilaire ou bien au niveau du sinus costo-diaphragmatique ou le long du bord médiastinal qu'il faut aller rechercher des clartés qui signent un pneumothorax. Qu'en est-il maintenant de l'épanchement pleural liquidien qu'on appelle pleurésie? La pleurésie résulte d'un déséquilibre entre la production du liquide pleural par la plèvre pariétale et sa résorption par les lymphatiques pleurales et les capillaires de la plèvre viscérale. Et cet excès de liquide pleural peut provenir de quoi? Il peut provenir de l'augmentation de la pression hydrostatique capillaire, comme dans le cas de l'insuffisance cardiaque congestive, ou bien la diminution de la pression oncotique, comme cela s'observe dans la cirrhose ou le syndrome néphrotique par hypoalbuminémie. Cet excès de liquide peut provenir, n'est-ce pas, de la diminution de la pression hydrostatique intrapleurale, comme cela s'observe dans les atélectasies par phénomène de traction, ou bien quand il y a passage de liquide intra- ou rétropéritonéal via les lymphatiques ou brèches diaphragmatiques, ou quand il y a augmentation de la perméabilité capillaire par atteinte inflammatoire, ischémique ou tumorale de la plèvre, ou encore lorsque le drainage lymphatique est bloqué suite à une inflammation ou à un processus tumoral. Sur le plan clinique, en cas de pleurésie, le patient peut se plaindre des douleurs thoraciques, de dyspnée, de fièvre, selon l'étiologie, ou encore un amaigrissement parce qu'il a un cancer, ou bien une anémie si c'est un hémothorax, par exemple, ou une autre cause, ou une hypotension. Alors, en imagerie, bien entendu, la radiographie de thorax de face ou de profil peuvent être réalisées ou sont demandées pour confirmer
une pleurésie, un épanchement pleural. Le scanner est réalisé sans ou avec injection de produits de contraste. L'échographie réalisée avec une sonde de basse fréquence selon le cas. Alors, la radiographie de thorax peut suffire pour le diagnostic des épanchements pleuraux. Le scanner est surtout demandé pour les cas difficiles, les épanchements enquistés, et l'échographie est surtout destinée aux patients en réanimation. Alors, sur le plan sémiologique, la sémiologie radiologique, elle dépend donc de l'importance de la pleurésie ou de l'épanchement. Quand l'épanchement est de faible abondance, cela se traduit par un comblement du sinus costo-diaphragmatique, une pseudo-surélévation de la coupole. Remarquez, la coupole diaphragmatique droite paraît surélevée par rapport à la coupole diaphragmatique gauche. Et si l'épanchement était à gauche, on aurait évidemment un comblement du sinus costo-diaphragmatique et une majoration de cette distance entre la poche à air gastrique et le diaphragme, en général supérieur à 1,5 cm. Alors, l'épanchement de moyenne abondance se traduit par une opacité basithoracique effaçant la coupole diaphragmatique avec un bord supérieur qui décrit une courbe en dedans qu'on appelle la ligne de damoiseau. Évidemment, un épanchement de grande abondance se traduit sur les radiographes par une opacité de tous les mi-thorax qui peut refouler le diaphragme vers le côté contralatéral, mais parfois dans ces grands épanchements, on peut voir un niveau aérique comme ici. Qu'est-ce que ça traduit? Est-ce qu'il y a une infection de l'épanchement? Est-ce qu'il persiste, n'est-ce pas, une communication, une fistule bronchopleurale? Ou bien, je ne sais pas, on peut le voir chez des patients qui ont subi une pneumotomie totale, on peut avoir un hydropneumothorax. À l'échographie, l'épanchement pleural se traduit d'abord, vous voyez, la plèvre viscérale, il n'y a pas de glissement entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Et vous avez une image anéchogène avec renforcement postérieur. Le parenchyme pulmonaire flotte, n'est-ce pas, dans ce liquide, dans cet épanchement pleural. Alors, le scanner, il est supérieur, mais le scanner peut nous permettre, n'est-ce pas, de déterminer le contenu d'un épanchement pleural qui est variable. Il peut être hydrique, il peut être hématique, il peut être purulent, donc un empième ou pyothorax, il peut être néoplasique ou bien chyleux, un chylothorax. Mais le scanner ne peut pas nous dire si la pleurésie ou l'épanchement, si c'est un transsudat ou un exsudat. Hein? Un exsudat qui est riche en protéines, alors que le transsudat ne l'est pas. Voici l'exemple ici d'un scanner avec injection qui a été réalisé sur ce patient et qui nous montre quoi? Des épanchements pleuraux bilatéraux. C'est un scanner injecté. Il n'y a pas de prise de contraste de la plèvre viscérale ni de la plèvre pariétale. On voit bien que si on met le rôle, c'est un épanchement hydrique. Et il est responsable d'un collapsus, d'une atelectasie des parenchymes pulmonaires adjacents. Ceci, c'est une atelectasie parce que la condensation que vous voyez là se rehausse après injection. Si c'était une pneumopathie, cette condensation ne se rehausserait pas. Et regardez toujours le cœur, il y a une majoration de l'index cardio-thoracique. Donc, nous avons ici une insuffisance cardiaque qui est responsable de ces épanchements pleurobilatéraux. Ce sont des épanchements qui sont hydriques. On peut l'affirmer, on peut le dire. Sur le scanner, encore un exemple d'un épanchement qui est tout à fait libre, qui est là, on a injecté, il n'y a pas de prise de contraste des plèvres viscérales ni pariétales.
Voici, c'est un exemple, un scanner d'emblée qui est réalisé sans injection. La pleurésie est spontanément dense. D'ailleurs, en déclive, nous voyons bien qu'il y a un sédiment qui est dense. Ici, c'est un pneumothorax iatrogène parce qu'on avait tenté de faire une ponction pleurale qui a entraîné donc cet hémothorax droit. Un scanner réalisé chez un patient et qui retrouve un épanchement liquidien. Mais c'est un épanchement qui est enquisté. Sur ce scanner injecté, nous constatons qu'il y a une prise de contraste de la plèvre pariétale, tout comme de la plèvre viscérale. Je vous en montre encore un exemple. Vous avez un épanchement hydrique, prise de contraste de la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Et là-dedans, vous retrouvez des images aériques. Ceci, c'est un pyothorax, un pième pleural qui doivent être évacués chirurgicalement. Vous constatez que le diamètre antéro-postérieur de ces pans est beaucoup plus large par rapport au diamètre transversal. Si c'était un abcès du poumon, on aurait donc les mêmes dimensions dans les trois plans de l'espace. L'abcès du poumon est traité médicalement, tandis que l'ampième est traité chirurgicalement. Voici encore un exemple ici d'un ampième. Vous avez un épanchement hydrique, mais il y a une prise de contraste de la plèvre pariétale et de la plèvre viscérale. Et là-dedans, vous avez des images aériques. Ici, c'est un patient qui était connu pour un cancer. Il vient qu'il y a un épanchement important, liquidien, responsable de la téléctasie ici des poumons. Vous voyez que le parenchyme est rétracté, il est là, et observez que là, vous avez un nodule qui entretient, n'est-ce pas, cet épanchement. C'est un épanchement néoplasique ou tumoral. Ici encore, un épanchement néoplasique tumoral chez un patient connu pour un mésothéliome. Vous avez ici un épaississement irrégulier de la plèvre. Je vous montre ici l'exemple d'un épanchement tout à fait particulier. C'est un chylothorax. Le chylothorax survient quand il y a une plaie, une rupture du canal thoracique. Pour diverses raisons, ça peut être suite à un traumatisme ou bien la rupture se fait au cours d'une intervention chirurgicale ou bien spontanément chez les femmes ou parfois à cause, n'est-ce pas, d'une compression extrinsèque, par exemple par un lymphome ou bien des adénopathies. C'est un important épanchement qui occupe, mais sur le scanner, on ne peut pas, sauf si on a le contexte clinique, vraiment affirmer que c'est un chylothorax. Il faut une ponction. C'est la ponction qui va vous ramener un liquide lactescent qui va confirmer que cet épanchement est un chylothorax. Que peut-on retenir ici? La radiographie du thorax et l'imagerie de première intention des épanchements pleuraux. Que le scanner thoracique est réservé aux cas les plus difficiles, aux épanchements enquistés, au bilan étiologique des épanchements des pneumothorax, etc. Que l'échographie est une méthode simple de détection des épanchements pleuraux, qu'elle peut se faire au lit et elle peut guider un geste de ponction. Ceci étant dit, si vous m'avez bien suivi et si vous avez été là au début quand j'ai proposé un test d'auto-évaluation, est-ce que nous pouvons maintenant, vous pouvez, ou ensemble, répondre aux questions que j'avais posées au début de cette présentation? Vrai ou faux? La radiographie du thorax peut suffire pour le diagnostic positif des épanchements pleuro-gazeux ou liquidiens. J'espère que vous êtes d'accord. Que l'échographie pleurale est adaptée aux patients alités pour le diagnostic d'épanchement ou guider une ponction, c'est vrai. Le scanner thoracique est nécessaire pour le diagnostic étiologique des épanchements pleuraux, c'est vrai.
les douleurs thoraciques sont un motif fréquent de consultation aux urgences, c'est vrai. Près de 50% des patients quittent les urgences sans diagnostic précis des douleurs thoraciques, c'est vrai. Tout pneumothorax se résorbe spontanément sans intervention chirurgicale, c'est faux. Ceci étant dit, chers amis, chers frères, avant de terminer, j'aimerais quand même partager cette citation de Socrate qui a dit ceci, et nous le faisons depuis un certain temps, la connaissance s'accroît quand on la partage. Moi, j'aimerais vous dire que pour préparer cette présentation, j'ai lu ces livres. J'ai cherché l'information dans ce livre. Celui-là, je l'ai acheté l'année dernière aux Journées françaises. Il m'accompagne partout. Il est très intéressant. Et celui-là m'avait été offert par mon chef de service il y a 20 ans. Mais tout ce qu'il y a là-dedans est d'actualité. J'ai bien entendu été sur des sites spécialisés, Clinical Care et Statix, pour pouvoir compléter mes informations. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Kankou, pour cet exposé très riche. Je rappelle qu'au départ, vous nous avez rappelé qu'en cas de douleur aiguë thoracique, il fallait penser aux urgences comme la péricardite, l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire et la dissection de l'aorte, mais qu'il fallait également penser au diagnostic thoracique non cardiovasculaire, dont la pneumonie, la pleurésie, le pneumothorax, la pancréatite. Mais ce soir, vous êtes apaisanti sur les épanchements pleuraux, liquidiens et aériques. Nous vous remercions beaucoup. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au docteur Ambroise. Il va faire une brève présentation pendant 5 minutes et les questions ne viendront que à la fin. Docteur Manika, vous avez la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Bonsoir et bonjour à certaines personnes. En fait, ça dépend des fuseaux horaires. Je vais vous poser la question si vous voyez mes diapos qui ne sont pas très nombreuses. Oh là, hop là. Pas encore. Là, vous le voyez? Pas encore. Ah, mais bon, je pense que pas encore. Non. Donc, L'écran, il est blanc. voilà, là. Sharing. Oui, après, je prends. Et hop là. Et là, C'est bon. c'est bon? Oui. Alors, merci beaucoup. C'est toujours un privilège d'être de parler devant une centaine de personnes et surtout, c'est toujours embêtant de parler après Jean-Pierre, même s'il y a certains copains qui sont sur des motos avec des bruits un peu difficiles. Et puis également, j'ai un peu peur parce que tout de suite après moi, ça sera mon senior qui me donnait des coups de pied, le professeur Nzonvama qui parlera. Donc, c'est tout à fait frustrant de parler devant des gens comme vous quand tu es nul. Donc, voilà. Donc, moi, je vous parle des douleurs thoraciques et non traumatiques qui se passent aux urgences et qui nécessitent une imagerie. Donc, merci de m'avoir accordé ce privilège. Alors, donc, je suis un peu fâché contre Jean-Pierre parce que je pense qu'il a triché un peu ma diapo par télépathie. Il a tout donné en ce qui concerne l'épidémiologie des douleurs thoraciques aux urgences. Donc, j'ai dû enlever quelques diapos tout de suite. Donc, c'est tout simplement pour vous dire que la douleur thoracique non traumatique est un des motifs les plus fréquents et d'engagement au niveau des structures mobiles d'urgence et de réanimation qu'on appelle des SMUR. Donc ça, on parle de la médecine pré-hospitalière. Quand nous allons chercher les patients à l'extérieur, donc généralement, on nous envoie le plus souvent pour ça. Et selon les rapports de la Société française de médecine d'urgence de 2022, ça représente environ 23 à 42% des interventions primaires. Donc, pour être un peu plus rapide, les interventions primaires, c'est-à-dire quand vous êtes un urgentiste et smuriste,
vous sortez, on vous demande d'aller aider un patient, c'est ça, c'est les primaires. Et les secondaires, quand on vous demande de prendre un patient qui est déjà hospitalisé dans une structure et que vous devez ramener dans un autre endroit. Ça, c'est les secondaires. Donc, les douleurs thoraciques, je parle bien des non traumatiques, ça représente entre 23 et 42%. Donc, quand nous sortons, ces douleurs peuvent être graves avec, par moment, mise en jeu du pronostic vital du patient ou du malade que vous allez aider, ou par moment, ça peut être également sans étiologie précise, donc très peu de soins médico-cliniques. Et je demande aux jeunes de ne pas retenir ce qui est écrit en bleu, les mauvaises langues ou les mauvais janiques, tellement qu'on nous sort parfois pour des choses inutiles. Alors, on appelle ça généralement dans un langage pas très courtois des thèmes. Ça, les douleurs thoraciques de MERDE. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'on nous sort, les gens disent, ah, mais encore, c'est une DTM. Mais ce n'est pas du tout. C'est une attitude ou une habitude très dangereuse à apprendre hein, pour les jeunes ou les jeunes comme nous, et pas les vieux comme les dadis et les Jean-Pierre Cancou. Donc, voilà. Alors, déjà, Jean-Pierre a brossé presque tout. Je vous donne quelques étiologies qui nécessitent une intervention d'urgence. Donc, vous avez les pathologies pleuropulmonaires. Je parle des pathologies pleuropulmonaires. Donc là, ça englobe aussi bien les épanchements pleuraux, les hémothorax et aussi les foyers infectieux et aussi de l'asthme. Donc, il y a le syndrome coronarien aigu. Ça, je vous cite les étiologies qui nécessitent une intervention d'urgence, ce qui nous permet, nous, en tant que cliniciens, de faire une demande d'imagerie en urgence. Donc, il y a également des dissections aortiques, les embolies pulmonaires, comme l'a brossé Jean-Pierre, les pathologies digestives, ça peut être les myocardites ou les péricardites. Mais je vous ai mis un tout petit peu en bas. Il y a également des douleurs thoraciques à visée complètement psychiatrique ou bien des patients qui prennent des drogues. Donc, il faut se mettre en tête, pour les gens qui veulent faire des imageries en urgence, de se rendre en compte que parfois ces douleurs thoraciques sont tout simplement psychiatriques et par moment, c'est juste pour les patients qui sont des toxicomanes. Donc, voilà. Alors, on m'a demandé d'être beaucoup plus rapide, comme d'habitude. C'est un forum des radiologues. Nous, les nullards en radiologie, on nous demande de parler trop vite et parfois trop mal. Donc, je vous ai mis à tout le monde, surtout aux jeunes, pas aux jeunes, aux gens qui veulent apprendre comment demander l'imagerie en urgence. Donc, en haut, j'ai mis la demande d'imagerie et diagnostic des suspicions. Il faut que votre suspicion soit claire. Donc, à droite, à ma droite, à votre droite également, si vous regardez l'écran, vous devez faire un interrogatoire clair et surtout éviter la suggestion des mots savants médicaleux. Par exemple, dire au patient, est-ce que vous pensez que vous avez l'embolie pulmonaire? Vous pensez que vous avez... Ça, c'est des termes savants médicaleux. Il faut laisser les patients faire un très bon interrogatoire. C'est ça qui va vous aider à bien demander votre imagerie. Et sinon, vous allez vous faire exploser par les radiologues. Je vais vous dire une anecdote d'un jeune qui vient d'arriver, ça fait 2 ans, qui est ici, qui nous a raconté une histoire. Voilà. De deux, il faut faire d'abord l'auscultation de la cage thoracique. Je ne parle pas de l'auscultation pulmonaire. Parce que quand vous auscultez votre patient, il se pourrait que ça peut être une douleur, effectivement, comme on l'a dit, qui a visé tout à fait cardiaque. Peut-être que vous allez sentir un souffle cardiaque. C'est pourquoi je parle d'une auscultation cardio-pulmonaire de la cage thoracique. Et l'auscultation doit se faire bien avant la palpation et la percussion. Pour la simple raison que si des patients qui viennent, comme l'a dit Jean-Pierre, ou des patients qui ont des foyers infectieux, dès que vous les palpez ou vous faites la percussion, il a mal, vous aurez du mal à l'ausculter. Et j'insiste, si vous êtes en surtout en préhospitalier, pour ausculter votre patient, vous devez éteindre le moteur des camions ou minimiser les bruits environnants. Prenons que vous êtes dans une salle, d'un côté, chez certains patients, il y a un chien qui aboie, des chats qui sautent, des parents qui parlent. Minimiser les bruits extérieurs pour bien ausculter votre patient, ce qui vous permettra de vous dire, hop, j'ai un silence à gauche ou à droite, je peux penser probablement à un épanchement. Donc, quand je vais motiver ma demande d'imagerie, je dirai au radiologue Mata que voilà, je vous demande ça
parce que je suspecte un épanchement pleural ou je suspecte telle pathologie. Mais si vous avez des bruits externes et qui vous embêtent de bien ausculter votre patient, votre demande sera un peu chaotique. Comme je vous ai dit, la palpation de la cage thoracique, ça vous permet tout de suite de suspecter soit un épanchement liquidin ou un épanchement aérique, ou parfois un foyer infectieux. Juste en palpant les patients, je peux vous dire un patient qui vient avec une clinique qui est fébrile, qui a fait de la fièvre et qui tousse, il suffit que vous puissiez bien les palper et vous pouvez sentir que non, à gauche, à la base ou au sommet ou à droite, j'aurai absolument un foyer. Juste en appuyant les deux doigts, le patient va crier et finalement, vous allez vous dire, hop, probablement, il y a un foyer à ces niveaux-là. Alors, le dernier point de mon petit cercle vicieux que je viens de vous donner, c'est la motivation de l'imagerie. C'est simple. Je pense que la plupart d'entre vous, ben, vous allez à la prière, vous avez des Bibles, il y a beaucoup de talibans chrétiens, hein, surtout au Congo. C'est simple. Ça se trouve dans Matthieu, chapitre 7, verset 7. Et qui dit, demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Les radiologues ont ajouté, trouvez, on vous cherchera, et donnez, on vous demandera. C'est un peu comme quand on fait les Western Réunions, dès que vous donnez, ben, on vous demande de nouveau. Et quand vous trouvez, ben, on vous cherche. Donc, vous ne pouvez pas avoir ce que vous n'avez pas demandé aux radiologues. Les radiologues aussi, surtout l'imagerie en urgence, certains amis radiologues qui sont là présentement dans le... Il y a maintenant, apparemment, il y a un DI ou un diplôme spécialisé uniquement pour l'imagerie d'urgence. Donc, des radiologues qui sont formés comme des urgentistes, qui peuvent interpréter l'imagerie d'urgence à 2 heures du matin, à 3 heures, à 7 heures et à 15 heures. Donc, si vous voulez motiver votre demande, vous devez vraiment dire au radiologue, j'ai cherché un épanchement à droite, à la base gauche, ou j'ai cherché tel élément. Prenons que vous suspectez une embolie pulmonaire, vous allez demander votre imagerie. J'ai ça, j'ai tel argument, et je cherche une embolie pulmonaire. Parfois, on s'est dit, tu demandes une embolie pulmonaire, en fait, un scanner parce que vous suspectez une embolie pulmonaire, mais vous n'avez pas la fonction rénale. Le radiologue va vous dire, mais attendez, cher ami, vous m'appelez, vous me demandez une imagerie pour une embolie pulmonaire, mais c'est quoi la clairance de votre patient? Ah, je n'ai pas encore fait. Donc, à ce moment-là, je vous assure, chers amis, vous allez passer tout l'examen de médecine, de toute la médecine par les radiologues. Donc, voilà le petit tableau que je voulais vous dire, mais j'aurai beaucoup de questions. Et mon ami Jean-Pierre a parlé partout des vrais, mais il y a beaucoup de vrais qui sont des faux et qu'on va discuter tout à l'heure avec lui et tous les radiologues qui sont dans le groupe. Et voilà, par là, je vous remercie. Merci beaucoup, docteur Mbutamanika, pour avoir été vraiment bref et nous avoir fait gagner du temps. Euh, Avant de passer aux questions, nous allons laisser le deuxième panéliste parler. Et il s'agit bien euh, du du professeur Alphonse Zonvoama, qui est chirurgien thoracique. J'espère il est connecté. Professeur Zonvoama, est-ce que vous nous entendez? Sinon, s'il n'est pas connecté, docteur Claude Louyeye peut intervenir avant qu'on revienne au professeur, s'il vous plaît. Allô, vous m'entendez? Oui, mais je ne sais pas de qui il s'agit. Je suis le docteur Claude Bidilouyeye. Voilà, D'accord, vous avez la parole, voilà. docteur. Merci. En tout cas, merci pour la brillante présentation de Jean-Pierre. Quelques petites remarques. D'abord, j'aurais bien voulu que Jean-Pierre nous dise un peu la notion de la taille du pneumothorax. Parce que moi, clinicien, je sais qu'un pneumothorax, s'il y a moins de 2 cm, je peux me contenir en tout cas d'une résolution spontanée.
entre 2 et 3 centimètres, je ferai une exsufflation. Et au-delà de 3 centimètres, on sait que l'exsufflation réussit très peu, qu'il faut essayer de drainer la cavité pleurale. Certes, il dit qu'il faut attendre une résorption spontanée, mais c'est rarement le cas, en tout cas, quand il y a une certaine taille. Et la taille se définit par rapport à une mesure au niveau hilaire entre la queue et le paroi. Et la paroi, donc, chaque 2 centimètres ou 3, au-delà de 2 centimètres et décollement, on trouve que le pneumothorax devient léger. Au-delà de 3, ça devient important et ça nécessite en tout cas un acte médical. Voilà. Et puis, tu as bien insisté qu'aujourd'hui, il faudrait réaliser qu'un cliché inspiratoire. Donc, dire aux jeunes de bannir en tout cas le cliché expiratoire qui peut en tout cas nous amener à augmenter la taille du pneumothorax avec le trapping d'air que l'on peut avoir. Voilà ce que je voulais dire. Bon, on parle de pneumothorax spontané primaire, mais qui quelquefois ne l'est pas, surtout quand on aboutit au geste chirurgical ou à la patte, on finit toujours par faire des lésions d'emphysème ou de kyste ou de plèbe, et on recommande dans ce cas-là aussi le sévrage tabagique qui est fort important. Alors, en parlant de pleurésie, certes, en tout cas, la radiographie thorax, je suis tout à fait d'accord avec cela. L'échographie, pour moi, a une place aussi prépondérante que le scanner thoracique, entre autres Oh, bon, pour la regardez, définition. vraiment. Voilà. Ça va. Merci vraiment. Donc, la place de l'échographie, en tout cas, elle est importante, entre autres pour l'enquistement. Je pense que l'échographie fait aussi bien que le scanner thoracique. Dans nos milieux, en tout cas, où le scanner est peu abordable, j'encouragerais en tout cas que l'on maîtrise l'échographie thoracique. Et elle est importante pour moi parce qu'aujourd'hui, il est rare de faire un drainage pleural sans échographie au préalable. C'est même de plus en plus recommandé. Quant à l'étiologie, Ok, on est quant au scanner pour l'étiologie, je reste fort clinicien. Je dis quelquefois, il faut y aller et essayer de prendre en tout cas le liquide pleural ou éventuellement de réaliser des biopsies pour confirmer l'étiologie. Ce que je voudrais aussi, Jean-Pierre, nous rappeler aussi comment on peut distinguer facilement sur le plan sémiologique un abcès avec un épanchement pleural. Bon, puisqu'il y a, il y a quelques moyens faciles de le faire, entre autres le raccord entre le liquide pleural et la paroi qui est obtus, alors que c'est un raccord en angle aigu quand il y a l'abcès, le parenchyme qui peut entourer l'abcès pulmonaire. Voilà quelques remarques que j'avais en tant que clinicien à formuler. Bien d'autres choses peuvent venir aussi après. Merci. Merci beaucoup, docteur Luyeye. Maintenant, là, tout de suite, si le professeur Nzonvoama n'est pas toujours en ligne, nous allons prendre une série de questions adressées soit au docteur Kankou, soit aux deux panélistes qui sont intervenus. Merci. Si vous permettez, docteur Matabaro. Oui, docteur Kankou. Bon, voilà, je remercie docteur Manika, docteur Luyeye, comme panéliste. Pour répondre à la question, docteur Luyeye, bien sûr, on doit toujours, nous radiologues, quantifier, que ce soit les épanchements, quantifier, mesurer toutes les lésions que nous voyons, parce que ça permet aux cliniciens, aux médecins de savoir, n'est-ce pas, orienter sa prise en charge. Euh, Concernant donc la quantification du pneumothorax, moi je pense qu'il faut voir comment il est toléré. Parce qu'un pneumothorax, bien sûr, je veux vous dire qu'il est important parce qu'il entraîne une atelectasie du parenchyme. Je peux vous faire peur et vous constatez que la personne arrive et n'a pas vraiment de signes cliniques très, très importants. Je crois que tout ça, à un moment donné, il faut savoir apprécier entre vous et nous comment est-ce que le patient tolère son pneumothorax. Il y a bien sûr, je ne voulais pas, dans le cas pour ne pas allonger, des méthodes pour pouvoir évaluer ou mesurer le volume du pneumothorax. Je suis passé un peu, j'ai laissé de côté, en tout cas dans le cadre
beaucoup insisté sur les signes radiologiques pour que les radiologues que nous sommes ne soient pas, n'est-ce pas, pris à défaut devant un pneumothorax qui laisse passer, disent que c'est autre chose. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et concernant l'abcès, je l'ai dit, peut-être que je suis allé un peu trop vite. Effectivement, l'abcès pulmonaire se développe dans le parenchyme. Il est entouré de parenchyme et quand on mesure l'abcès, normalement, il a les mêmes dimensions dans les trois plans de l'espace. Donc, quand vous avez un ampième, vous verrez les rapports et tout ça, tout ceci, mais remarquez qu'il y a une prise de contraste. C'est un épanchement qui est enquisté. Ça vous permet de faire la différence. Bien entendu, il y a des situations où nous avons les deux, un ampième et un abcès. Et la prise en charge, comme je l'ai dit dans mon exposé, elle change. Hein. Je crois que vous n'allez pas faire opérer les abcès, tandis que les ampièmes relèvent de la chirurgie. Voilà ce que je voulais dire à ce stade. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Kankou, pour ces précisions. Je ne sais pas si docteur Louis est satisfait ou il a d'autres commentaires à faire après cette Non, mais c'est intervention. bien ce qu'il a dit. Maintenant, juste ce que Jean-Pierre a dit de la tolérance du patient. Certes, mais on ne sait pas ce que ça peut arriver après. Il y a des consensus qui sont bien établis aujourd'hui pour le pneumothorax où on dit que quand il y a, on peut faire une exsufflation et on n'hospitalise pas d'emblée un pneumothorax aujourd'hui parce que si on a exsoufflé radiothérapie thorax améliorée, on laisse rentrer. Et même la prise en charge du pneumothorax est de plus en plus ambulatoire, comme on le dit. Mhm. Donc, si on a mis un drain percutané, un type de valve Misch, on peut faire sortir le patient, il revient pour un contrôle. C'est pour laquelle je dis, Mhm. les choses commencent à être bien codifiées dans la prise en charge médicale. S'il vous plaît, Merci beaucoup. je peux me permettre. Et quels sont les patients qui relèvent du talcage? Quand est-ce que... Ah non, non, non. Jean-Pierre, là, c'est un peu, bon, si c'est une question, bon, en fait, bon, même le tel cas, hein, c'est ce que je voudrais dire. Quand il y a un pneumothorax qui arrive aux urgences, vous exsufflez, s'il y a une bonne réponse, le patient rentre chez lui. Si il revient le lendemain, vous faites un revue de contrôle, que le pneumothorax est là, vous drainez. On met un drap, maintenant de faible, un drap percutané. Donc, on met même plus de gros draps pour un pneumothorax, parce que c'est de l'air, ça finit par passer. Donc ça, c'est le premier pneumothorax, premier épisode. Si le drainage est efficace, vous laissez, en tout cas, après contrôle, c'est bon. Alors, on ne pourra envisager un geste chirurgical que si il y a un pneumothorax qui persiste au-delà de 5 jours et que le patient est opérable. Donc, je pense que dans ce cas-là, il faut aller voir. Il faut aller voir, faire une thoracoscopie. Maintenant, on ne talque plus, surtout chez de jeunes. Il faut éviter de talquer. Pourquoi? On ne sait jamais ce que sera l'avenir du patient. Si ce patient un jour devrait bénéficier d'un d'une chirurgie thoracique, d'une transplantation pulmonaire, vous aurez du mal à tout décoller. Donc, on ne recommande pas le talcage. C'est qu'on peut faire, ou on fait quand il y a un pneumothorax récidivant, donc persistant ou récidivant, homolatéral ou bien si vous avez fait un pneumothorax à gauche, vous récidivez à droite, le pneumothorax droit sera opéré. Alors, l'acte chirurgical consistera à aller voir dans la cavité thoracique qu'il y a, s'il y a de plaies, s'il y a de bulles, vous les enlevez, vous faites soit ce qu'on appelle une abrasion pleurale ou une pleurodèse, vous grattez la plèvre. Voilà ce qu'on recommande actuellement. Mais le talcage, on commence à oublier. Pourquoi? Pour le futur du patient. Vous allez talquer un patient qui a 80 ans, je suis sûr que ce patient ne sera plus greffé. Voilà. Mhm. Merci beaucoup, docteur Luyeye. Dans tous les cas, aucun protocole ne doit sortir sans mensuration de l'épanchement, que ce soit 1 cm, 10 centimètres. Il faut le Nous, on doit dire. toujours les mentionner dans nos protocoles et donner les faits. Et après, c'est à vous de décider quel acte poser. Hum, Docteur Moutamanika disait qu'il avait une kyrielle de questions. C'est peut-être l'occasion, mais brièvement, s'il vous plaît. En fait, je pense qu'il y a Dr Tondongou qui a levé la main déjà pour une question. Hein. Je n'ai pas de main levée sur mon écran. Oui, oui. À deux.
Oui, Euh, j'avais levé la main. mhm. Et j'ai- Oui, oui, docteur. Allez-y, Ah s'il vous oui, plaît. bonsoir. Merci. D'abord, je dois féliciter tous les intervenants, hein. Ça nous a permis un peu de nous rafraîchir nos mémoires. Et félicitations Jean-Pierre, parce que tu as été au-delà du radiologue, c'est toute la médecine qui nous est revenue vraiment à la surface. J'avais juste une petite question. Quand tu as cité les pathologies pour lesquelles il fallait faire de l'imagerie, tu as cité le péricardite et l'infarctus du myocarde. Et tu as cité sans commentaire. Alors, pour les jeunes ou pour les gens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas l'habitude de faire de l'imagerie thoracique des infarctus du myocarde, on aimerait quand même que tu nous dises quelque chose. Ça, c'était ça, le péricardite, on peut dire qu'il y a la radio avec toutes les formes qu'on avait et autres. Mais bon, en premier lieu, aux urgences, on fait plus peut-être la douleur, on fait l'ECG et puis on fait la biologie et autres pour l'infarctus. Et pour la péricardite, bon, il y a bien sûr la clinique et l'échographie, comme on a la portée de la main, nous aide beaucoup. La radio vient confirmer après. J'aurais voulu avoir un petit commentaire quand tu les as cités, quand on se le fait. Ça, c'était ma première question. Euh, pour l'intervention de Moutamanika, c'est très intéressant d'avoir mis toutes les pathologies susceptibles d'être prises en charge aux urgences. J'aimerais quand même ici retenir la dualité ou comment, l'effet complémentaire qu'on a avec les infirmières, Ambroise. Hein, tu sais, généralement, avant même d'évoquer la dissection de la aorte, c'est l'infirmière qui vient te dire, écoutez, j'ai plus ce malade-là, voilà ses antécédents, et j'ai l'impression que la tension est asymétrique. Hein, donc, les infirmières nous orientent souvent, même l'infarctus, ce qu'on appelle l'infirmière d'accueil d'orientation, fait déjà peut-être l'ECG, il dit, écoutez, j'ai l'impression qu'il y a déjà l'ECG est pathologique. Donc, vraiment, l'approche avec la formation des infirmières, c'est pourquoi il faut peut-être élargir nos débats aussi aux infirmières parce qu'ils nous aident beaucoup dans cette démarche-là. Et alors, pour Claude, pour le talcage, je suis d'accord, mais j'aurais voulu aussi, toi et Jean-Pierre, insister aussi sur le fait que dans les poumons pathologiques, c'est souvent, on recourt souvent à la symphyse pleurale, parce que Jean-Pierre a présenté beaucoup d'images des patients avec beaucoup de bulles, certes, mais surtout des cancers et autres, qui peuvent faire parfois de pneumothorax à répétition ou alors des épanchements liquidiens à répétition. Généralement, les chirurgiens, on les confie généralement, nous en réa, on le confie rapidement au chirurgien thoracique, éventuellement pour faire soit un talcage, soit d'autres symphyses pleurales, tout ça. Et je voulais avoir ton commentaire à ce sujet, Claude. Voilà, petite intervention. Alphonse, le professeur Nzovo n'est pas là, il aurait peut-être pu compléter, mais peut-être il viendra un peu plus tard. En tout cas, merci, merci. Moi, j'ai beaucoup appris et je suis très content. Merci. Ouais. Merci, docteur. Docteur Tondong, merci d'avoir assisté à ma présentation. Merci. Réanimer là, comme docteur Monica, ça fait toujours plaisir. Dans mon introduction, je vais cette fois-ci, en tout cas, insister sur les douleurs thoraciques nécessitant une prise en charge urgente, donc les péricardites, l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire et la dissection. Donc, euh, l'infarctus du myocarde, c'est surtout toute clinique, l'ECG, tout ce que vous voulez, au-delà qui font que bon, les patients viennent rarement ou ne viennent pas du tout chez nous en urgence. Les péricardites, on peut les découvrir soit sur les scanners ou l'échographie ou sur les radios. Donc, je n'ai pas beaucoup approfondi, mais je crois que c'est toi qui as beaucoup même des choses à nous dire concernant l'infarctus du myocarde et le syndrome de l'infarctus qui représente 5% des douleurs, comme je l'ai dit au début. Euh, bon, moi aussi, concernant le pneumothorax, là, qu'est-ce qui relève, docteur Huyeye, donc de l'oxygénothérapie? Bon, vous m'avez dit que le ne se faisait plus, il y a quand même des patients.
les pneumothorax, comme les que j'ai montré, le pneumothorax grave, quand vous exsufflez, vous rentrez directement à la maison ou qu'est-ce que vous faites? Parce que moi, je vois qu'il y a des contrôles dans mon service, en tout cas, on les garde quelques jours. Non, je voudrais dire, si je peux te répondre là-dessus, hein, en fait, non. Quand il y a un pneumothorax de 2 cm, plus ou moins 2 cm, hein, enfin, qui doit être complet, la ligne pleurale elle est complète. Hein. Là, s'il y a un décollement apical, moi, je laisse, j'observe. Le patient peut rentrer chez lui, le lendemain, il revient pour une revue de thorax. Il faut avoir une structure aussi adaptée où il peut vous contacter quand il a une aggravation des symptômes. Donc voilà. Mais quand il y a, peu de gens exsufflent, même parce que l'exsufflation, il faut être là, faire plusieurs essais et ça prend du temps. Là, c'est qu'on fait, on met un drain de faible calibre, un drain percutané, comme on dit. Aujourd'hui, il y en a pas mal de panoplies, telles que le trait de Fuman, par méthode de Seldinger. Vous mettez un drain avec une valve de niche ou sans valve où vous drainez. Mais en soi, le consensus actuel, plus ou moins 3 cm, vous mettez un drain et puis vous faites un du thorax. Vous attendez la réexpansion. S'il y a une bonne réexpansion, vous enlevez rapidement le drain dans les 48 heures. Voilà ce que je voulais dire. Certes, on en fait et très peu exouffle aussi, on le sait aujourd'hui, mais l'idéal, ça serait de l'essayer aussi. C'est moins traumatisant pour le patient et ça peut réussir. Voilà ce que je voulais dire. Autre remarque par rapport à ce qu'a dit le docteur Tondwangu, euh, cher ami Séguin, en fait, c'est que j'ai parlé du talcage dans le cadre du pneumothorax où c'est devenu rare. Mais pour les épanchements, maintenant qu'on dit pleuraux, donc là, je pense qu'en cas de suspicion de néoplasie, on recommande effectivement un talcage. Donc c'est différent. Là, on recommande le talcage pour empêcher, entre autres, la récidive. L'AMPIM, il faut le drainer. Il faut commencer d'abord faire le diagnostic. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a un questionnaire facile à faire, ce qu'on appelle le rapid score en cas d'épanchement liquidien. Le rapid score, c'est facile. Vous mettez le taux d'urée, l'âge du patient. Vous pouvez aller voir sur Internet, c'est le rapid score dans le cas d'épanchement pleuraux. Ça permet d'estimer la gravité de l'épanchement pleural. Si c'est un empire, vous dire que non, là, il faudrait vraiment aller vite, commencer à drainer rapidement. Et juste un conseil aussi, pour les NPM, il faut les aborder rapidement où que l'on soit. Moi, on m'a appris, le soleil ne se lève jamais sur un NPM. Donc, c'est-à-dire que s'il est 18 heures, vous avez un NPM, il faut drainer rapidement, ne pas attendre le lendemain. Voilà ce que je recommande, je dirais. Maintenant, Jean-Pierre a parlé du pied. C'est un moyen mémotechnique, en fait, pour dire que quand il y a douleur thoracique, attention, pensez à une péricardite, à un infarctus, à une embolie pulmonaire et une dissection. Certes, on n'a pas besoin de la radio thorax, en tout cas pour la péricardite, même si on peut avoir un gros cœur. Mais l'infarctus, il n'y a pas de radio, mais c'est un moyen pour nous dire effectivement, ce sont les 4 principales causes de douleur thoracique qu'il ne faut pas louper. Voilà, mais bon, voilà ce que je voulais dire pour le pied. On apprend en tout cas à nous tous de faire rapidement attention à cela. Merci. Madame la modératrice, est-ce que je pourrais, parce qu'il y a le docteur Tondongo qui a posé une question, en fait, qui ne me concernait pas vraiment, mais en fait, c'est une question que je voulais poser à tout le monde. C'est vrai D'accord. que quand on parle des infarctus du myocarde, les gens ont tendance à ne pas faire des radiographies. En revanche, je pense qu'il faudra le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, le système canadien, parce que tout patient qui passe sur la table de la coro, c'est un patient qui est grave. Donc, il n'y a pas que les stents qu'on va lui mettre pour pouvoir faciliter la circulation du sang, mais il peut aussi faire un arrêt cardiaque. Et puis, comme vous le savez, chez René Tondouangou, que par moment, quand ils mettent les stents, les patients ils peuvent également rupturer la membrane du coronaire. Donc, il va aboutir en chirurgie. Et probablement, il sera chez vous en réanimation. Donc, ce qui fait que faire une radio du thorax, ça ne mange pas de pain. En fait, ça ne coûte rien du tout. Ça prend 2 secondes. Donc, pendant qu'on attend pour le préparer pour monter en coro, dans les hôpitaux qui sont un peu plus équipés,
ils ont des radiographies mobiles. Eh bien, ils viennent, ils vous font une radio, mais puisque le patient peut monter avec une radiographie du thorax et puis également pouvoir aussi sur les plans cardiaques, peut-être qu'il a une cardiomégalie, peut-être qu'il a autre chose. Donc, c'est tout simplement ça, parce que c'est un patient qui est grave qui a passé sur la table. Et généralement, on le fait. Et puis, comme vous le savez, souvent, quand nous ne le faisons pas en catastrophe et que vous êtes obligé de ramener des patients, vous êtes dans un hôpital où vous n'avez pas de démodynamie, vous n'avez pas des KT. Quand vous l'amenez chez les cardiologues là-bas, après, ils vous disent, mais où est la radio du poumon? Ah ben, je ne l'ai pas fait. Mais attendez, il est venu avec une douleur thoracique. Tu ne l'as pas fait. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Donc, peut-être c'est un peu ça. Par contre, j'avais une question à Jean-Pierre. S'il peut remettre son questionnaire, la question numéro 3, il S'il avait vous plaît, répondu vrai. docteur Manika, Oui. avant que vous ne passiez à autre chose, il y a des organigrammes qui sont clairs selon la suspicion clinique en tout cas. On ne voudrait pas mettre dans la tête des assistants que, en cas de suspicion euh, d'un syndrome coronarien, qu'il faut demander une radio. On fait cette radio-là comme bilan préopératoire, mais pas dans l'exploration de sa suspicion d'angor. Mais les assistants, vous ne C'est demandez des pas des radios, indications. c'est nous qui les demandons. Vous ne demandez rien du tout. Oui, donc, si vous nous demandez à nous une radiographie pour suspicion d'ischémie du myocarde, on va vous remballer. Ah non, Si je ne vous vous la demande pas demandez, pour suspicion. si Je vous vous nous la demande. demandez dans Ah le non, docteur, bilan je ne demande préopératoire, jamais pour suspicion je vous demande une radiographie pour une douleur thoracique. Et je veux une réponse cardio-pulmonaire. Je ne dirai jamais, je vous demande une radio pour une infarctus, jamais de la vie. Je ne l'ai jamais fait. En 30 ans, je ne le ferai pas. Donc, je ne vous... S'il y a un urgentiste qui vous demande une radiographie pour une embolie et pour une suspicion d'infarctus du myocarde, il faut les remballer tout de suite. Il n'a pas été du tout formé. Donc, je vous demande une radiographie pour une douleur thoracique. Point. Vous n'allez pas me remballer. En fait, on ne m'a jamais remballé, en tout cas, jusque-là. Les merci, deux, docteur. ben, je ne peux pas le faire, en fait. Je ne le fais jamais, je ne le ferai pas. Et puis, D'accord. je ne pense pas que Tondong vous demandera une radiographie parce qu'il suspecte un infarctus. Je ne crois pas beaucoup. Je ne pense pas. Il est Oui, là, il c'est peut disait dire. Hein. justement qu'il n'y avait pas, donc la place de la radio, il n'y en a pas tout simplement, mais dans les bilans Ah si, il y en préopératoires, a. Il y oui. a complètement, il y en a. Parce que si j'envoie un patient, vous savez combien de patients que nous déplaçons d'un lit à un autre qui nous font des arrêts cardiaques? Mhm, Juste le temps de les déplacer d'un lit à un autre, mhm, ou le temps de les prendre des sons du vent et de les mhm, mettre sur les brancards, mais il mhm, fait un arrêt cardiaque, mhm, des tonnes de copies. Et ce n'est pas ton don qui va me contredire. Et les dentistes qui sont là, ils peuvent les témoigner. mhm, Moi, mhm, quand j'amène un patient mhm, qui a une douleur thoracique, même si j'ai un ECG qui est positif, mhm. avec un suivi décalage, ben, je vous demande une radiographie des douleurs thoraciques. Vous n'allez pas me le refuser quand même, madame. Bon, on ne va pas personnaliser les débats. Peut-être que vous Bon, allez voilà. passer à Donc, l'autre question que vous ma question est adressez de savoir pour au s'il docteur peut remettre Kankou. la question numéro 3. J'ai une question Oui. pour Jean-Pierre. Jean-Pierre, tu as encore ton petit questionnaire là dès le début? S'il peut nous les partager. Ah, voilà. C'est la question numéro 3. Ici, oui. Et voilà, si vous pouvez un peu l'agrandir. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, je ne sais pas les lire, je suis trop vieux, je vois mal. Ah, Le scanner est nécessaire pour le diagnostic étiologique des épanchements pleuraux. Étiologique, d'accord. Des épanchements pléraux. Est-ce que oui. c'est en urgence ou pas en urgence? Euh, en urgence ou pas en urgence? En urgence, hein? Oui, ça dépend de ce que... diagnostic. Non, non. Moi, je vous pose la question si cette réponse-là, c'est en urgence. Je serai l'homme le plus heureux. En urgence ou pas? En urgence ou pas? De Ben, toute en tout façon, cas, des douleurs thoraciques aiguës, les gens qui ont des pathologies connues, par exemple un emphysème ou quoi qui est connu, et qui se présentent pour des douleurs violentes, il faut un scanner. je comprends.
Mais nous, en fait, peut-être que moi, j'ai une mauvaise expérience. Si vous dites que c'est en urgence, j'ai un peu des doutes. Parce que généralement, nous, vous savez, comme vous le savez, les urgentistes, ce sont les plus grands demandeurs de l'imagerie au monde. Ou parmi les trois premiers, en tout cas. Et C'est ça. généralement, quand nous demandons, je suspecte un épanchement pleural, et surtout si c'est liquidien, et que vous me faites une radio, anyway, de toutes les façons, nous sommes les premiers à l'interpréter. Et si nous demandons les scanners, souvent vous nous dites, mais attendez, tu l'as déjà vu, l'épanchement est là, pourquoi tu me demandes un scanner? En urgence, je parle. Hein? Je sais que nous avons beaucoup de réponses comme ça. Je comprends. Ben, je ne suis pas très sûr que vous nous les, même les pneumothorax simples, vous dites, mais attendez, tu l'as vu là-bas, pourquoi tu me demandes encore un scanner? Je ne sais pas si vraiment vous le faites vraiment en urgence. Merci. Je suis d'accord avec Jean-Pierre, je pourrais juste dire une chose, en fait, c'est que, en tout cas, toi, tu es radiologue, moi, je suis pneumologue. C'est que je peux dire, ce qu'on demande aux radiologues aujourd'hui, de faire une belle interprétation de son imagerie. Effectivement, si les radiologues se permettent de bien lire, il peut déjà guider, dire que non, je pense que cet épanchement serait de telle origine. Mais Comme tu l'as Antoine, tu bien sais montré très tout à bien que les radiographies de thorax sont lues par les radiologues après 72 heures, vous le savez bien. Non, 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 non. Et Non, vous le on parle en savez. tout cas de devoirs qu'on devrait faire. En fait, c'est Bah, ils ne que, le font non, jamais. Bah, en tout cas, très peu non, non. de radiologues Ambroise, l'interprètent en urgence. Ambroise, Ce n'est pas Ambroise. possible. Si le radiologue, enfin, si chez Jean-Pierre est là en urgence, regarde bien son imagerie, il peut te guider. Un exemple, la radiographie d'une décompensation cardiaque, un épanchement pleural bilatéral d'une décompensation cardiaque. Parce que Jean-Pierre aurait pu nous montrer les coupes parenchymateuses. On le sait. Si vous êtes habitué à cela, vous pouvez dire que non. Épanchement pleural bilatéral, on peut regarder sur le coupe parenchymateuse les septa, s'ils sont épaissis ou pas. On peut déjà orienter vers une origine cardiaque. Et on peut dire, sur base de l'information qu'on peut avoir sur un scanner thoracique qu'on s'orienterait vers une néoplasie. C'est ce que Jean-Pierre voudrait dire, dans le meilleur des mondes, où l'on pourra attendre de faire une bonne interprétation. Si on forme bien ses assistants, je pense qu'on peut déjà dire aux cliniciens quelle orientation prendre pour tel type d'imagerie. C'est que Jean-Pierre le dit, effectivement, ça serait l'idéal. Voilà. Merci Claude pour ta réponse. C'est ça l'idéal. Là où c'est possible, si vous n'avez pas de scanner, ne le demandez pas. Ce n'est pas systématique. Les radios peuvent déjà suffire. D'ailleurs, c'est la première question. La radiographie thorax peut suffire pour le diagnostic positif des épanchements. Plus loin, pour le diagnostic étiologique. Si vous savez déjà qu'il y a un épanchement, c'est très bien. Vous pouvez, si possible, le faire tout de suite un scanner ou bien attendre. Au moins, vous avez, dans un premier temps, un diagnostic positif. Vous savez qu'il y a quelque chose, il y a un épanchement, qu'il soit gazeux ou liquidien. Voilà. Bon, on ne va pas demander, nous n'évoluons pas tous dans les mêmes milieux, avec le même équipement, un même plateau technique. Il y a beaucoup qui nous suivent en Afrique, hein. On est plus d'une centaine là. Je ne crois pas qu'ils ont facilement accès au scanner, mais ils font facilement, ils peuvent faire réaliser pour leurs patients des radiographies de thorax. C'est déjà bon. Voilà. Juste un commentaire, Jean-Pierre, je pense même pour l'Afrique, je pense qu'en première intention, moi je fais la radiographie du thorax, s'il y a du liquide, une échographie, je pense qu'il y a des appareils partout, où l'on peut faire déjà de bonnes échographies. Il faut pousser les gens à faire l'échographie thoracique, entre autres, leur apprendre, je pense que c'est un outil très nécessaire. Merci beaucoup. Si Dr Mbutamanika est satisfait, nous allons donner la parole. Du minimum, on peut aller un peu plus loin, dire ce qui se fait aussi ailleurs. Si vous avez les moyens, allez le plus loin possible pour donner un diagnostic définitif au lieu de rester toujours dans des choses un peu approximatives. Merci, docteur Kankou. Est-ce qu'on peut laisser Madame Tibangu Annie parler? Elle a levé la main. Oui, bonsoir. Bah, merci pour la qualité des exposés, hein. Et félicitations
au, à tout le monde, enfin au présentateur. Moi, j'avais juste une remarque. Moi, je suis anesthésiste. Donc, c'était pour faire une petite remarque par rapport aux assistants concernant justement les exsultations des pneumothorax. Je me permets de faire la remarque parce qu'effectivement, j'ai eu un cas il n'y a pas très longtemps, une patiente qui est passée aux urgences, effectivement, qui avait un pneumothorax, je ne sais pas si c'était, je pense que ça devait être d'origine spontanée, qui est resté plusieurs heures aux urgences et qui finalement devait monter au bloc opératoire pour une tentative d'une thoracotomie suite à une euh, exsufflation qui a un peu dérapé en fait dans le sens où les urgentistes avaient prévu de simplement faire une simple exsufflation, mais ils se sont dit non, c'est peut-être mieux d'en profiter pour mettre un drain. Bon, je n'avais plus idée des dimensions des pneumothorax, à quel moment on se limite à une exsultation, à quel moment on passe à un drain, mais bon, finalement, j'ai compris. Malheureusement, cette patiente était sous anticoagulant. Et donc, la tentative de la mise en place d'un drain a dérapé par un hémothorax. Et c'est une patiente qui avait déjà un certain âge et qui avait en plus dans ses antécédents une sténose serrée de la valve aortique pour lequel la prise en charge chirurgicale était à haut risque. Donc voilà, malheureusement, elle s'est retrouvée au bloc opératoire avec une prise en charge qui n'avait pas été optimale déjà dès les urgences. Et bon, voilà, ça s'est mal terminé pour la patiente, mais c'est juste pour faire la remarque en disant que voilà, si vous avez des idées en tête, en tout cas, peut-être c'est limité à la première intention, qui était juste une simple exsufflation qui avait été prévue. Et peut-être avant de sortir d'autres techniques, il faut peut-être alors être sûr de ce qu'on fait. Alors, je ne sais pas si à ce moment-là, je ne suis pas urgentiste, est-ce qu'à ce moment-là, ça s'est fait la ponction ou la mise en place d'un drain c'est faire. Bon, je sais qu'habituellement, ça s'est fait au bloc opératoire avec une petite anesthésie, une sédation. Et alors, c'est soit les chirurgiens thoraciques qui procèdent à la mise en place du drain sous la vision d'une scopie et ça se passe bien. Mais là, malheureusement, c'était aux urgences. Je ne connais pas les équipements qu'ils avaient, mais ça s'est compliqué par un hémothorax pour la patiente. Et voilà, tout simplement, je voulais faire la remarque par rapport à ça. Je ne sais pas si les urgentistes qui sont là ou les pneumologues auront peut-être une remarque à faire par rapport à ça. Merci. Merci, docteur Chibangou. Je peux répondre? Oui, Hum. docteur. Non, bon, voilà. OK, ce que moi, je voudrais dire, bon, effectivement, les accidents peuvent arriver aussi aux meilleurs d'entre nous dans les cadres de pathologies pleurales. Maintenant, bon, on demande d'être prudent et d'avoir en tout cas un checklist bien codifié. Ça dépend des écoles pour le drainage pleural, pneumothorax ou bien un épanchement pleural. Habituellement, ça se fait actuellement. Là où moi je travaille, on a confié la mission aux urgentistes. Parce qu'aujourd'hui, on ne met plus de gros draps. En tout cas, pour le pneumothorax, ce sont les urgentistes qui le font. Moi, on m'appelle plus, en tout cas, au milieu de nuit pour revenir pour un pneumothorax. Ce qu'on recommande effectivement, si anticoagulation, si l'épanchement n'est pas important, on peut toujours attendre quelque temps. Mais pour l'anesthésie, nous, on fait une anesthésie locale. Hein. Donc, il faut bien endormir la paroi. Et pour que ça soit même facilité, on recommande, quand on a la xylocaïne pour l'anesthésie locale, d'ajouter quelques cc de bicarbonate. Là, on sent, en tout cas, la patiente sent moins l'endormissement local. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'une scopie, il ne faut pas être chirurgien thoracique pour drainer. Ça dépend d'école. Pour nous, là où moi j'ai travaillé, ça reste un geste médical. Donc, l'urgentiste peut le faire comme comme le pneumologue ou le chirurgien thoracique. Voilà ce que je voulais dire. Oui, je suis d'accord, mais ici, effectivement, vu qu'ils ont été au-delà de ce qui avait été prévu, malheureusement,
ils ont embauché un vaisseau qui s'est compliqué par un hémothorax. C'est un accident qui peut arriver, Oui, oui, bien effectivement. sûr, oui, Donc, on bien doit sûr. être très prudent Mais là-dessus, quoi. Donc, oui, oui, bien sûr, les oui. accidents existent, mais vu Et qu'il il y a faut être des très prudent, assistants oui. dans l'assemblée, bah, c'est peut-être bien qu'ils puissent, voilà, qu'on puisse faire C'est la attention. précaution qu'il faut avoir, effectivement, quand Mm, on commence à avoir un peu de sang, de se retirer et de dire que voilà où l'on va. Donc, mm. Merci beaucoup pour cet apport, docteur. Il y a docteur Faria Lachabani qui a aussi levé la main. Docteur Bombou. J'ai juste ces deux petits commentaires parce qu'on parle des mises bilan étiologique avec les scans ou quoi. Les scans n'est pas à la portée de tout le monde. Même dans les pays riches, si j'ai quelqu'un un épanchement pleural, on peut faire la ponction et puis savoir si c'est un exsudat ou un transsudat. Si c'est un exsudat, on va chercher maintenant l'étiologie. Si c'est un transsudat, c'est pas compliqué. On n'a pas besoin de scanner pour trouver la cause d'un transsudat. Donc, même dans les pays riches, c'est de savoir, c'est ne pas faire des trucs comme ça soit des recettes que les assistants gardent en tête en disant, OK, j'ai ça, je dois faire nécessairement un scan. Si c'est un exsudat, maintenant, tu vas chercher les causes d'exsudat. Avant tout, dans toute douleur thoracique, c'est l'interrogatoire et l'examen clinique. Après, maintenant, on va aller aux examens complémentaires. Merci, Quelqu'un qui docteur. a une péricardite, on n'a pas besoin d'un scan ou quoi, parce que l'échographie peut être normale dans une péricardite. C'est ton histoire clinique qui te dit ça, c'est une péricardite. Donc, de grâce, surtout on est dans des pays avec ressources limitées, mettez l'emphase sur la clinique et les investigations complémentaires vont venir après. Dans des pays Merci, riches, on docteur. peut se permettre ça. Oui, même dans des pays riches, on a dit très bien, en première intention, c'est la radiographie et l'échographie. Le scanner ne vient qu'en deuxième intention, qu'on soit dans un pays riche ou moins riche. C'est Merci, ça. docteur Chabani. Docteur Koko, vous avez un commentaire là-dessus? Mais vous avez répondu, hein. Je l'ai dit dans ma présentation. J'ai dit que ce n'est pas le scanner qui allait faire la différence entre un transsudat et un exsudat. Et que d'ailleurs l'imagerie à faire, c'est dans les questionnaires, la radiographie thorax suffit, n'est-ce pas, pour le diagnostic positif des Jean-Pierre, épanchements. c'est ce que tu as dit, hein. À ta décharge, hein, je voudrais dire simplement, tu as dit c'est qu'il serait, quand on a fait un scanner thoracique, je pense que le radiologue qui connaît son métier, qui fait un scanner thoracique, peut orienter le clinicien. C'est ce que tu voulais dire qu'on voudrait que nous tous puissions comprendre. C'est-à-dire que si on est là, telle image, voilà ce que moi je pense, et tu dis ça à ton chirurgien, ton pneumologue, qui peut dire, ah, effectivement, tu l'orientes, tu lui donnes de pistes de travail. Donc, tu Oui, n'affirmes pas, mais tu donnes de pistes de travail. C'est que ton message, c'est ce que tu voudrais nous transmettre, que je ne suis pas un photographe. Je suis un radiologue, un médecin, et j'oriente le débat. Voilà ce que le docteur Kankou voulait dire. Maintenant, certes, je crois, la clinique a son importance pour dire, quelquefois, l'imagerie a son sens aussi dans certaines pathologies, comme les péricardites, parce que je le dis de mon expérience aussi, on se pose quelquefois des questions, oh là là, si ce n'est pas l'imagerie là, on se serait trompé. Donc, je pense que nous devons tous travailler ensemble et aller rechercher. La sémiologie a sa part. Je pense que l'imagerie aussi a son importance pour nous guider. oui. Merci Mais beaucoup. aujourd'hui, au 21e siècle, on dit on pratique la médecine basée sur les évidences. Ce n'est pas seulement avec nos cinq sens qu'on pourra faire les diagnostics précis. L'imagerie est là pour préciser les diagnostics, confirmer ce que vous avez, vos hypothèses cliniques. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on est là. Nous restons des médecins, mais nous pratiquons l'imagerie pour Docteur Kankou, c'est confirmer. pas pour mettre de côté l'imagerie, mais il y a les théorèmes qu'on appelle des bias, OK, qui s'appliquent dans toute la médecine. C'est-à-dire, tu as ta probabilité a priori. Si elle est élevée, les tests complémentaires, même s'ils reviennent négatifs, tu n'élimines pas. Donc, tout dépend de ta probabilité a priori. Quand tu demandes ton examen, qu'est-ce que tu cherches?
OK? Si ta probabilité a priori elle est de 20%, ce n'est pas le test complémentaire qui va changer. Si elle est à 80%, quels que soient les résultats du test complémentaire, tu vas t'en foutre et tu vas dire mon impression, elle est là. Donc, tout départ, on ne dit pas que l'imagerie ne sert à rien, mais c'est de connaître qu'est-ce qu'on cherche, quelle est ma probabilité a priori, le théorème de Bayes. Oui, d'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent pour douleur fossiliaque. Moi, les urgentistes m'envoient pour colique néphritique. Ils sont peut-être sûrs, on me parle hématurie et tout ça, douleur qui irradie dans les organes génitaux, et je tombe sur une dissection de, de l'aorte. Vous allez dire, vous vous en foutez? Non, je ne pense pas que vous saisissez le truc. Je ne dis pas que la probabilité a priori, on ne dit pas qu'on ne doit pas éliminer, mais en cherchant, on sait, parce qu'une dissection ne vient pas juste comme ça. Si tu pousses plus loin, le patient il est hypertendu ou bien il a une douleur qui allait dans le dos, il a des facteurs de risque. Une dissection ne vient pas comme ça, ce n'est pas un marfan, par hasard il tombe en dissection. Non, c'est l'information qu'on t'a donnée, on n'a pas donné suffisamment d'informations. Nous avons suffisamment d'exemples à ce sujet, mais revenons un peu au sujet. Docteur Chabani, peut-être on devra vous préciser que nous sommes dans un webinaire de lundi parlons radiologie. Donc, nous sommes en train de parler de la place de la radiologie dans la prise en charge des douleurs thoraciques aiguës. Donc, comprenez qu'on insiste beaucoup sur l'imagerie. C'est bon. Merci. Il reste une main levée de docteur Tondouangou. Je ne sais pas si il a oublié de la baisser ou pas. Oui, j'étais juste pour abonder dans le même sens que Claude, hein, par rapport aux incidents qu'on peut avoir après drainage pleural. Ce qu'on demande, c'est que les gens qui posent le drain soient entraînés et qu'ils respectent effectivement un checklist avant et après. Parce que quand on a posé le drain, on doit surveiller. Et effectivement, ce qui peut arriver, et qu'il y ait un hémothorax qui survienne, hein, même comme il a dit, hein, nous tous, on a eu des cas, mais il faut savoir, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Dans la surveillance, effectivement, on est obligé de recourir au chirurgien. C'est-à-dire pour minimiser les complications éventuelles, il faut de l'entraînement, mais c'est vraiment des aléas, hein. Donc, sur sans drainage ou autre, on peut avoir un ou deux qui tournent mal. Et surtout quand on a en plus parfois des patients qui sont sous anticoagulants et autres. Et donc, en fait, les accidents arrivent. Euh, on peut dire tout simplement aux jeunes qu'il faut être bien entraîné. Il faut que les aînés puissent assister aux premières pauses des drains et qu'il faut absolument bien surveiller les patients qui sont drainés. Les accidents arriveront toujours. Voilà, c'était juste un petit commentaire par rapport à ça. Merci beaucoup, docteur Tondouangou. Docteur Bombil avait levé la main. Je ne sais pas s'il est là. Il peut parler. Oui, je suis là, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous vous entendons. Oui, bonjour tout le monde, bonsoir. Je voudrais d'abord commencer par féliciter les orateurs d'aujourd'hui, spécialement docteur Jean-Pierre Cancou, qui a fait une présentation que j'ai trouvée très didactique, hein. Ça nous a permis à tous de nous remémorer toutes ces images et je pense que ça aide à tout le monde qui apprend. Et en médecine, comme on n'a jamais cessé d'apprendre, c'est une bonne chose. En tout cas, félicitations Jean-Pierre pour cet exposé. Et je voulais juste m'informer pour savoir quelles sont les difficultés que vous avez avec les patients euh, gériatriques. J'ai pour bien faire vos examens, hein, parce que ce ne sont pas des gens qui vont se mettre debout. Je vis les conditions dans lesquelles bon, vous souhaitez avoir de meilleures images et pour les appréciations et tout ça. Mais ce ne sont pas des gens qui vont se mettre debout facilement, qui vont inspirer ou expirer comme vous voulez. Mais quelles sont les difficultés pratiques que vous rencontrez avec les patients de cet âge-là? Et si vous avez de conseils en retour à nous donner, à nous
que vous envoyez ces patients qui sont pas toujours faciles. Oui, les patients âgés gériatriques, c'est souvent difficile. Bon, surtout quand on fait les examens avec injection de produits de contraste. Je donne l'exemple des angioscanners thoraciques pour exclure une embolie pulmonaire. Comment trouver un bon délai pour pouvoir opacifier de façon optimale les artères pulmonaires? Même avec le ROI, le détecteur que nous avons là, qui nous permet donc de lancer, c'est très, très compliqué. Donc ça, c'est un examen avec injection. Et même, tu as bien parlé, tu as bien dit, là, la stabilité du patient pendant la procédure, Oui. soit pour une radio simple ou bien le scanner. On demande à ce patient de tenir l'apnée. Il ne peut pas. Ce qui fait que vous pouvez répéter l'examen 2, 3 fois, mais vous avez des artefacts de mouvement parce que le patient ne sait pas respirer. Et cela, ça rend difficile la lecture des scanners. Quel conseil à vous donner? Bon, nous, on essaie de s'adapter. Soit on les sangle pendant l'examen pour qu'ils ne bougent pas. On crie alors, mais beaucoup sont malentendants. On essaie de crier pour qu'ils puissent tout au moins tenir l'apnée et nous permettre d'avoir des images optimales ou bien qu'on peut facilement bien interpréter. Bon, voilà son difficulté, mais on essaie de faire de son mieux. Quand c'est impossible, on le note, on dit, mais voilà, ce patient, on ne peut pas l'explorer. Mais on nous a dit en radiologie, une fois toute image, on peut toujours tirer une information d'une image, même si elle a bougé, même si elle a artefacté. Si on est perspicace et qu'on sait exactement ce que l'on veut, on finira par trouver. Si c'est pour un épanchement, même s'il a bougé, on peut dire, voilà, je pense qu'il y a un épanchement, on ne sait pas le quantifier ou dire de quelle nature elle est, mais il y a quand même un épanchement pleural ou un pneumothorax. Voilà ce que je peux dire. Il faut vraiment s'adapter à chaque patient parce que donner un conseil général, c'est un peu compliqué. Voilà. Oui. Eh bien, merci beaucoup. Je crois que la difficulté, quand la réponse revient de façon imprécise, parce que ça nous arrive fréquemment, ceux qui doivent intervenir ont aussi les mêmes problèmes, hein, que ce soit les urgentistes, que ce soit les pneumologues. Eh bien, lorsqu'il n'y a pas une réponse précise, ça devient problématique aussi. Je ne sais pas si euh, mon ami Claude a un commentaire là-dessus. Je pense, comme on dit sur les cliniques, on finit toujours par trouver de solutions quand on discute entre nous. C'est-à-dire que moi, dans ce cas-là, la difficulté est là, mais il faut s'associer, descendre voir le radiologue, voir le gériatre aussi, être ensemble et pour dénicher la source du problème chez nos patients. Tout vient toujours d'un débat. Il ne faut pas laisser les radiologues seuls avec un protocole écrit. Il faut l'aider d'abord, pour l'orienter avec sa demande et discuter après de résultats. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est pas toujours facile, je le reconnais. Oui. OK, merci pour les partages en tout cas. Bravo à vous tous, hein, aux orateurs et aux organisateurs. C'est tout ce que je pouvais dire pour ce soir. Merci beaucoup, docteur Bombil. Alors, s'il n'y a pas d'autres préoccupations dans l'Assemblée, il nous reste que quelques minutes. Peut-être au nom du comité de lundi parlons radiologie, je vais devoir remercier le docteur Kankou d'avoir pris de son temps pour nous préparer cet exposé qui nous a tous enrichis. Nous remercions très vivement les panélistes, notamment le docteur Claude Louyeye et le docteur Mbuta Manika. Ça a été vraiment un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Et je vais donner la parole au docteur Kankou pour conclure. Il y a des questions sur la discussion, 2 ou 3 questions.
Alors, le temps nous imparti est en train de finir, donc je vais peut-être prendre une toute dernière question. Quand demander un scanner devant un syndrome thoracique aigu chez les drépanocytaires, peut-être les docteurs Kankou va aborder cette question tout en clôturant parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Docteur Kankou, s'il vous plaît. J'imagine qu'il peut faire un infarctus aussi, parce qu'il y a quand même des problèmes de ce genre, sont des crises. Quand demander un scanner, je ne sais pas. Il faut savoir ce qu'on veut. Donc, je crois que c'est un drépanocytaire. Il peut faire un syndrome aortique aigu, par exemple, un infarctus, hein, pourquoi pas. Je ne sais pas si je peux répondre à la question. En fait, quand on demande un scanner chez un drépanocytaire, c'est tout simplement c'est la clinique et puis également les examens biologiques. Ce Donc, qu'on veut, c'est le même. si tu suspectes peut-être une embolie pulmonaire, oui. Mais sinon, c'est des patients qui, effectivement, qui font des syndromes thoraciques aigus, qui ne sont pas des syndromes coronariens aigus. Il y a un ECG qui peut un peu simuler un syndrome coronarien aigu, mais c'est des syndromes thoraciques aigus, STA. Mais tu n'as pas besoin d'un scanner si tu n'as pas d'argument d'embolie pulmonaire ou d'une pathologie aussi grave que ça. Sinon, la radiographie simple, c'est très bon déjà. C'est comme tout patient, normal, je pense. Merci, docteur Boutamanika. Docteur Kankou, vous avez la parole pour conclure. Oui, oui, voilà. Je remercie tous les participants. On était plus d'une centaine aujourd'hui. Tous ceux qui ont participé à cette soirée consacrée à la douleur thoracique aiguë, sa prise en charge en radiologie. Nous allons continuer la semaine prochaine, le lundi, on parlera des douleurs abdominales. J'espère que nous allons trouver un orateur. Et la troisième semaine, je crois le 25, nous présenterons donc des cas cliniques. J'invite déjà tout le monde à préparer, tous ceux qui sont intéressés, préparer des dossiers cliniques, des cas cliniques sur les douleurs thoraciques et les douleurs abdominales. Donc voilà. Je vous remercie sincèrement pour votre participation, les questions, les interventions des panélistes, Dr Louis Yeye, qui a accepté de venir. Il nous a vraiment éclairé, c'est sa première participation.